Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 7 mai, il est l'heure de l'info. Une opération de contrôle antidrogue a eu lieu au lycée Ligier-Richier de Bar-le-Duc sous la supervision du préfet. Une équipe de policiers accompagnée d'une chienne spécialisée a inspecté les sacs, casiers et salles de classe des élèves. La tour Mico de Saint-Dizier change de lumière. C'est un chantier mené par la ville pour moderniser l'éclairage et réduire la consommation énergétique. 110 projecteurs LED sont désormais installés pour faire briller la tour aux couleurs de grands événements. Depuis début avril, des travaux sont en cours à la sortie de la route nationale 4 à Ligny-en-Barrois. La ville meusienne est depuis entourée par ces travaux. Cette nationale est d'ailleurs encombrée par le chantier d'un nouvel échangeur, une situation parfois compliquée. L'AFPAN se dote d'un nouveau président. Dominique Grandjean succède à Régis Fournel à la tête du festival Photomontier. Nouveautés, défis et ambitions, on en parle avec lui à la fin de ce journal. Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antonios de Saint-Dizier a fermé temporairement l'accès à son service d'urgence. C'était ce lundi. La réouverture était prévue dès demain, mais selon plusieurs sources, la fermeture serait prolongée. Une situation inédite que le maire de Saint-Dizier tente d'enrayer. Il s'exprime au micro de notre rédaction. La réouverture, on souhaite qu'elle se fasse dès ce week-end et j'espère que ce sera possible. C'est quoi les conditions ? C'est qu'il y ait des coordinations qui soient meilleures entre les urgences et d'autres services de l'hôpital. Donc c'est des sujets qui sont internes et qui doivent pouvoir se régler et ça se réglera là, dans les prochaines heures. Les urgences, on le sait que c'est un des cœurs de l'hôpital. Et donc pour les Bragards et pour toute la population qui est autour de Saint-Dizier, il y a besoin d'avoir des urgences qui marchent et qui soient ouvertes pour les Bragards, c'est certain. J'ai souhaité rencontrer l'ensemble des médecins avec l'ARS et la direction des urgences, et également l'ensemble des paramédicaux des urgences, donc les infirmiers, infirmières, les administratifs, tous ceux qui aides-soignants, tous ceux qui participent aux urgences. Et il y a du monde. Pour les entendre tous, parce que finalement on se rend compte qu'il y a une situation où on a un service qui est excellent, même si on a pu vivre des expériences qui sont difficiles quand on va aux urgences. N'empêche, c'est un des meilleurs services du GHT. Et ça, les Bragards le savent peut-être pas, mais on a cette chance. Et donc, comment ça se fait quand on a un service excellent comme ça, qui ferme quand même ? C'est ça que j'ai voulu comprendre et c'est ça qu'on a pu évoquer. Une nouvelle opération de contrôle s'est déroulée ce mardi devant le lycée Ligier-Richier de Bar-le-Duc. Cette fois, les forces de l'ordre ont ciblé la lutte contre le trafic de stupéfiants. Sous l'autorité du préfet, les élèves ont été contrôlés à la sortie des cours avec l'appui d'un chien renifleur pour détecter d'éventuelles substances illicites. Julien De Bruyne les a suivis. D'un flair affûté, Ruby explore casier, sac et salle de classe avec un seul objectif, traquer les stupéfiants. Ce mardi, la chienne spécialisée dans la détection de drogue a investi le lycée Ligier-Richier de Bar-le-Duc, accompagné d'une dizaine de policiers. Menée sous l'autorité du préfet, l'objectif de l'opération était de fouiller l'entièreté de l'établissement à la recherche de produits illicites. Le chien va faire tout le tour de la pièce. Il va venir vous sentir. Vous gardez bien vos mains sur les tables. Vous évitez de laisser balader les mains par terre. C'est une opération qui a une double vocation, à la fois préventive, c'est-à-dire expliquer et faire prendre conscience aux élèves des dangers des produits stupéfiants, à la fois sur leur santé en termes d'addiction, également les risques encourus au niveau pénal. Et c'est également un volet répressif en cas de découverte de produits stupéfiants. Parce qu'il est aujourd'hui intolérable que la drogue circule et s'installe dans le lieu où se construit l'avenir de notre jeunesse. Pendant près d'une heure, Ruby a inspecté les lieux, suivant sa méthode bien à elle, se coucher dès qu'elle détecte une odeur suspecte. Une fois qu'elle se couche, je vais forcément aller voir et puis en général, elle ne se trompe pas. Il y a des fois, il n'y a rien. C'est simplement qu'il y a eu quelque chose avant, mais les odeurs, elles restent sur place, surtout si la quantité était assez impressionnante. Et pour elle, ça suffit, la molécule de ce qu'elle recherche y est toujours, et donc elle marque. Et c'est des fois, parfois même frustrant, parce que on trouve, la chienne, elle marque, mais en fait, il n'y a rien encore. Ici, par exemple, Ruby marque un sac. Mais après vérification par les forces de l'ordre, aucune substance illicite n'est retrouvée. Aucun produit ne sera découvert à l'issue de cette opération. Moi, je suis fier d'elle, elle a très bien travaillé. Mais bon, on n'a rien trouvé, alors le résultat n'est pas là. C'est très usant pour eux, c'est très fatigant en fait. Quand ils sont en pleine recherche, tout le temps, pendant une demi-heure comme ça, c'est très fatigant. Ces opérations de contrôle devraient se poursuivre dans plusieurs établissements du département, à la demande des chefs d'établissement.
En 2022, les incidents liés à la consommation au trafic de stupéfiants représentaient 3% des incidents graves signalés dans les lycées français, selon le ministère de l'Éducation nationale. La tour de Saint-Dizier, la tour Mico de Saint-Dizier fait peau neuve. La semaine dernière, le bâtiment emblématique a été le théâtre d'un chantier d'envergure. Objectif, moderniser tout son éclairage. Désormais, elle est équipée de LED pour réduire sa consommation énergétique et limiter l'impact environnemental. La tour pourra changer de couleur plus facilement. Julien De Bruyne s'est rendu sur le chantier. La tour Mico s'offre une nouvelle lumière. Après 19 ans, son système d'éclairage a été entièrement remplacé pour être plus moderne et moins énergivore. Ces lumières permettent de changer de couleur à volonté et ainsi accompagner les événements tout au long de l'année. La ville estime amortir l'investissement en moins de 3 ans. Il était temps de rentrer dans une nouvelle ère et que la tour Mico nous en fasse voir de toutes les couleurs. C'est pour ça que nos agents du service technique de la ville de Saint-Dizier sont en train d'installer tout un tas de LED qui va nous faire scintiller notre tour de toutes les couleurs. On projette la tour maintenant sur 20 ans et on va pouvoir la faire vivre en fonction des événements nationaux ou internationaux parce qu'effectivement elle aura toute une palette de couleurs qui va nous permettre ainsi de faire vivre cette tour au quotidien et c'est pour ça qu'on veut ainsi la faire rentrer dans l'actualité. Un chantier mené toute la semaine dernière par les équipes municipales. Une intervention délicate dans un monument aux accès étroits où chaque projecteur a dû être posé à la main. Fini les projecteurs halogènes, place désormais à 110 projecteurs LED installés sur 3 niveaux de l'édifice. C'est de la LED à 100%. Plus de lampes incandescentes, de toute manière elles sont amenées à disparaître, donc maintenant c'est du LED à 100% qui nous permet d'avoir une économie d'énergie plus qu'importante, entre 5 et 6 fois la consommation de la tour actuelle. C'est ce qu'on appelle du RGB, donc on peut aussi bien la faire en blanche qu'en bleu, qu'en rose, enfin multicolore même si on veut. Avant on était obligé quand elle était en blanc, on coupait le blanc, on montait des projecteurs annexes pour la mettre essentiellement en rose, on la faisait pour Octobre Rose. Là maintenant on pourra choisir des codes couleurs à volonté et depuis le bas. Désormais, pour Octobre Rose, fête nationale ou encore événements sportifs, la tour s'adapte aux grands rendez-vous de l'année. La nouvelle illumination sera inaugurée le 8 mai lors d'une soirée spéciale en hommage à Joseph Ortiz, l'un des fondateurs de Mico. À Ligny-en-Barrois, les travaux s'enchaînent et compliquent sérieusement la circulation. Entre la rénovation d'un mur de soutènement vieux de 50 ans et la construction d'un nouvel échangeur sur la route nationale 4, les automobilistes doivent prendre leur mal en patience. Déviations, bouchons et retards. On fait le point sur ces chantiers avec Léo Martin. Des blocs de pierre et des tiges de plusieurs mètres de long pour consolider un mur. Depuis le début du mois d'avril, il est compliqué de rejoindre Ligny-en-Barrois en venant de Saint-Dizier. Pour cause, ces travaux sur ce mur de soutènement de la chaussée. Construit en 1974, il n'a jamais été rénové. Il était nécessaire de lancer ce chantier. Ces travaux consistent en renforcement du mur de soutènement qui soutient la RN 135 parce que celui-ci était dégradé. Et l'objet des travaux, c'est de venir renforcer le mur à l'aide d'un clouage. Donc on vient insérer des clous qui font entre 8 et 4 mètres de profondeur, injectés de coulis de ciment. Ce projet coûte 400 000 € financé par la Direst. Un peu plus loin sur la RN4, c'est cet échangeur qui bloque aussi la circulation. Commencé à la fin de l'année 2023, les travaux ne seront pas finis avant le dernier trimestre 2025. Ces deux chantiers cumulés enclavent la ville de sa nationale, mais la Direst ne pouvait pas attendre car le bâtiment était trop abîmé. Alors bien sûr, c'est un problème pour les usagers. Dès qu'on modifie les usages et qu'on change la circulation, ça perturbe forcément les habitués, ceux qui passent là tous les jours. On leur dit tout d'un coup, vous passez plus, vous allez faire le tour, c'est plus long, c'est du temps perdu, c'est des kilomètres en plus. Bien sûr que c'est un problème. Mais en même temps, il faut comprendre que si ces travaux-là se font, c'est une nécessité, c'est pour sécuriser justement cette circulation et donc autant le faire correctement en bloquant une rue, un accès, une route, mais pour répondre aux exigences et faire des réparations en bonne et due forme. Sur les réseaux sociaux, certains automobilistes se plaignent de ces travaux. Pourquoi n'attendent-ils pas la mise en service du nouvel échangeur RN4 et RN135 ? Toujours en travaux cette route, jamais une année sans qu'il n'y ait rien. C'est pas possible, ras-le-bol. Ces travaux seront terminés à la fin du mois de mai. Pour le moment, une déviation a été mise en place par l'échangeur de Sceaux-en-Barrois.
Ce soir, direction Montier-en-Der, où un vent nouveau souffle. L'AFPAN, l'association organisatrice du célèbre Festival international de la photo animalière et de nature, a un nouveau président, Dominique Grandjean. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, félicitations pour cette élection. Merci. Qu'est-ce que vous avez ressenti, parce que vous avez pris quand même la relève d'un des fondateurs, Régis Fournel? Oui, alors c'est une lourde charge. La décision a été un petit peu longue à prendre. Je dirais, Régis Fournel voulait arrêter 1 an avant. Et lorsqu'il l'a annoncé, c'était un peu brutal pour tout le monde et je ne me sentais pas, et les autres non plus, la force de prendre, je dirais, du jour au lendemain les rênes de l'association. Donc on a travaillé pendant 1 an pour passer, je dirais, les rênes en douceur. On continue de travailler ensemble. Effectivement, c'est une lourde responsabilité parce que, je dirais, le festival, c'est une énorme machine. Je dirais, l'association également, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des salariés. Et que un de mes premiers objectifs, c'est de pérenniser ces salaires et ces salariés. Donc c'est 7 personnes quand même. C'est pas grand-chose. Ça représente quand même une grosse organisation. Vous le disiez, si on fait un petit point d'étape justement sur l'organisation, 400 bénévoles, 43 000 visiteurs, comment vous allez continuer à faire tourner cette grosse machine? Avec les bénévoles. Je dirais c'est la grosse force, mais aussi la fragilité du festival et de l'AFPAN. Parce que les bénévoles, ils sont là, puis demain ils ne sont plus là. C'est d'ailleurs un des gros soucis pour l'avenir, parce que les bénévoles sont vieillissants. Maintenant, on a quasiment que des retraités, j'en fais partie, mais qui vieillissent. Et donc, le renouvellement se fait, mais pas au rythme des départs. Et donc ça, c'est une grosse question pour l'avenir. Et le plus gros problème sera certainement, dans les 10 ans qui viennent, le renouvellement des bénévoles dirigeants. D'accord. Parce que pour l'instant, vous avez une petite dizaine de recrues jeunes, un peu plus. Comment vous arrivez à attirer? Alors, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, des personnes qui venaient au festival, qui font de la photo, qui sont amateurs, qui, pour X raisons, souvent la retraite, ont du temps, et qui décident de venir voir ce qui se passe, de donner un coup de main, et très rapidement, ils sont accueillis à bras ouverts et entraînés dans la grande machine du festival. Alors c'est un peu ce qui s'est passé pour vous, il y a 30 ans de cela. Vous avez commencé par la sonorisation. Pourquoi à l'époque vous êtes lancé dans cette aventure en vous disant je vais aider ce festival? Dans une vie antérieure, j'ai été président d'une radio associative à Montier-en-Der, et donc qui a dû, pour X raisons financières particulièrement, arrêter son activité en janvier 1996. Et au mois de novembre 1996, c'était l'Office de tourisme qui mettait en place un salon de la photo. Et donc on avait pour habitude de travailler ensemble et on ne parlait pas de bénévolat à l'époque, c'était on va donner un coup de main. Et donc je suis allé donner un coup de main, porter des tables, installer les grilles, 1 ou 2 ans. Puis ensuite, les compétences qui étaient acquises dans la sonorisation, les a mises au service du festival. Et vous n'avez jamais lâché depuis? Non. Alors justement, qu'est-ce qui vous plaît toujours? Parce que ce festival, qui est donc le plus grand d'Europe, il est quand même assez intéressant pour les gens, puisqu'on le disait, 43 000 visiteurs. Il y a une exigence qui fait que ce festival tourne autant. Pour vous, qu'est-ce qui fait l'ADN et comment vous l'avez vu évoluer en 30 ans? Alors, ça fait plusieurs questions, mais l'ADN, c'est, je dirais, savoir qu'on réalise une grande chose ensemble et que tout seul, on ne peut pas le faire. Ça, c'est le premier. Le plaisir de le faire ensemble, parce que quelle que soit l'origine de la personne, ses compétences, chacun y trouve sa place. Et ça, c'est une formidable machine. Et puis, j'ai oublié la suite de votre question, pardon. Il n'y a pas de souci. Comment vous l'avez vu évoluer? Vous le disiez, j'étais là au début, j'ai commencé par la sonorisation. Alors, au début, on faisait, on va dire, du bricolage. Chacun faisait un petit peu tout. Puis petit à petit, je dirais, des personnes se sont spécialisées, sont apparus vraiment des champs de compétences très pointus, je dirais, dans des domaines sensibles tels que la sécurité, tels que l'électricité. Je dirais telle que la fabrication des supports en bois. On a un menuisier extraordinaire qui fait tous les supports, d'exposition, etc. Et donc l'évolution, ça a été de petit à pas si grand, mais toujours une exigence de qualité. Qualité des photos, qualité des invités, qualité également, je dirais, de l'accueil. Parce que nous, on tient beaucoup à l'accueil des festivaliers, des photographes, des bénévoles et à la convivialité. Alors vous le disiez, l'un des grands défis, ça va être la relève. Est-ce qu'il y a d'autres défis pour vous, là, qui commencent justement maintenant? Quelles sont les grandes étapes, les grandes priorités que vous avez tout de suite? Je dirais les grandes priorités, elles sont sur 2 axes principaux. Vous venez d'en parler, l'axe humain
et l'aspect financier. Alors j'ai commencé par le plus simple, l'aspect financier. Je dirais, on a pour une grosse association comme l'AFPAN 53% de financement propre. Donc on dépend quand même des subventions, mais par rapport à d'autres grosses associations, c'est quand même assez minime. Donc notre difficulté, c'est on sait que dans les années qui viennent, les subventions institutionnelles vont baisser, voire disparaître en partie, et que c'est à nous d'aller chercher des finances chez les privés, chez les partenariats, sur du mécénat. Et puis l'aspect humain, ça va être, on vient d'en parler, le renouvellement des bénévoles, mais également, j'irais aller chercher, des nouveaux talents. Alors des nouveaux talents, pas forcément, des gens me disent, faut qu'on aille voir les jeunes, j'ai des nouveaux talents, pas forcément, ça peut être une personne qui a un certain âge, mais qui n'est pas connue. Ça peut être aussi une idée, après il faut trouver les financements, mais un jeune issu du concours international que nous proposons tous les ans, de lui proposer de réaliser son expo, de faire une formation, l'achat de matériel, de l'accompagner et petit à petit l'amener vers l'exposer au festival en tant que photographe, ordinaire. Ce sont les grands axes. Et puis après, je dirais effectivement, il y a plein de choses de renouveler un peu la scénographie, d'inventer peut-être d'autres lieux, d'autres formes d'accueil, d'autres formes d'exposition. Et puis le grand défi technologique qui arrive avec l'IA, tout le monde en parle, mais c'est déjà là. Et, il faudra s'adapter. Eh bien écoutez, on voit que vous avez plein d'idées qui fusent. Merci d'avoir été avec nous et puis je pense que les gens seront impatients de suivre un petit peu ce qui va se faire aux prochaines éditions du festival. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.